monde peut chanter? Oui, je pense que tout le monde peut chanter. On a tous un larynx, toute cette musculature à notre disposition, on est tous capables, à travers les bons exercices, d'apprendre à ressentir et à produire des sons. Savoir, c'est pouvoir. Une vocalise peut être très intéressante pour retrouver une couleur, une recette vocale. C'est comme apprendre à marcher. C'est des facultés motrices hyper précises, mais qu'on peut apprendre à réentraîner de manière différente. Les cordes vocales doivent s'ouvrir et se fermer 440 fois par seconde. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, ton oreille te ment. Et quelle est la recette pour avoir une voix puissante alors? Salut Nicolas. Salut Alice. Bienvenue dans Vocal Story. Ben merci. Alors Nicolas Dorian, c'est un artiste qui nous vient tout droit de Belgique. Quel exotisme. Oh oui, ça c'est le Nord, le grand exotisme. Tu es chanteur, comédien, on t'a vu récemment dans les concerts de Disney. Reprenant avec Cerise, Calixte, Charlotte Hervieux, entre autres, les plus grands classiques de Disney. Et tu as également été Ziggy dans le spectacle Starmania. Voilà, j'ai hésité, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est là où je t'ai rencontré. Tu le sais mieux que personne d'autre. Voilà, Starmania, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même Michel Berger, Luc Plamondon, ouais. Voilà. Un peu un monument, quoi. Et ce que j'ai pu voir de toi également, c'est que tu es un vocaliste, mais vraiment genre très précis. Je pense que c'est lié à ta formation, ou plutôt à tes formations. Je crois que tu as plusieurs formations de chant qui font que tu arrives à t'adapter selon les styles, selon ton niveau de fatigue, et tu as été un peu comme tu vois, le petit magicien, la petite fée de toute la troupe, où à chaque fois où on était en galère de vocale, en fatigue, rhume ou autre, eh ben, Nico, à la rescousse, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux me faire remplacer ou pas? Est-ce que je peux le faire? Voilà, t'étais un petit peu ce sauveur-là, et justement, j'avais envie de t'inviter pour que tu nous parles de toi. Comment est-ce que tu as appris à faire toutes ces belles envolées vocales que tu fais, et est-ce que tu as ta méthode à toi grâce à toutes les formations que tu as pu faire, et est-ce que tu as justement une méthode révolutionnaire à nous partager pendant notre conversation, et voilà. Mais avant ça, suspense. Si vous avez envie d'en connaître un peu plus, je vous invite à vous abonner à la page de Nicolas Dorian ou sur tous les autres réseaux sociaux, et également à Vocalist. Ça me donne beaucoup de soutien, beaucoup de force. Ça nous encourage à continuer à inviter des invités aussi de qualité, aussi formés, et des spécialistes de la voix surtout. Donc voilà, le message est passé. Beau programme, superbe, merci beaucoup. Et posez vos questions, justement, sur le chant. Et je pense que Nico et moi, on vous répondra avec grand plaisir. Et Nico aura de belles réponses développées. Ça, je sais pas, mais j'espère pouvoir apporter en tout cas un maximum de réponses à tout ça. Alors tout d'abord, est-ce que tout le monde peut chanter ? Oui, je pense que tout le monde peut chanter. Enfin, ça, c'est ma conviction personnelle, et comme on le verra ensemble quand je te parlerai un petit peu de mon parcours et de comment j'enseigne, c'est très raccord avec le modèle technique vocale que j'utilise, mais cette idée que tout le monde a une belle voix et que tout le monde peut chanter, c'est quelque chose en quoi je crois profondément. Et justement, quels sont les modèles que tu utilises en chant ? En fait, moi, j'ai un parcours un peu multiple, et j'ai commencé à chanter très très jeune. J'ai commencé la musique au sens large à l'âge de 6 ans. Mes parents ont senti que j'aimais bien ça, et donc m'ont inscrit à des cours d'initiation musicale. Donc j'ai commencé avec des formes de solfège un peu easy pour les enfants, du piano, de l'harmonie pratique au piano, enfin des choses à travers des comptines, l'apprentissage plutôt à travers l'instrument de la musique. Et puis, ils se sont rendus compte que le chant était quand même ce qui avait l'air de me passionner le plus. Et comme j'avais des parents qui étaient très soutenants et très ouverts à ça, même si eux n'étaient pas forcément musiciens du tout. J'ai des parents qui viennent... c'est un milieu familial qui est à la fois médical et architecte, donc pas vraiment versé dans la musique, mais avec des gens qui aimaient beaucoup écouter de la musique. Et donc, ils ont senti qu'il y avait quelque chose chez moi qui en tout cas se dirigeait vers là et vers le chant. L'idée que mes parents ont eue, c'était de m'inscrire dans des chorales, enfin dans une chorale en particulier. J'ai chanté dans une maîtrise de garçons à partir de l'âge de 8 ans et demi, 9 ans.
pendant de nombreuses années. Et en fait, ça a vraiment fait naître en moi une passion pour la musique vocale. Au sens large aussi, parce que dans ces maîtrises un peu à l'ancienne, donc quand je parle de maîtrise, on pense les petits chanteurs à la croix de bois, les choristes, enfin ce genre de choses-là, où on chantait de la musique à la fois très sérieuse, donc de la musique sacrée, donc des messes de Mozart, du Handel, du Haydn, enfin des choses assez sérieuses, de la musique sacrée, et aussi de la musique profane, donc de la musique du monde, avec des comptines du monde entier, avec des negro spirituals, avec enfin tout ce genre de répertoire-là. Et c'était quand même déjà très technique parce que c'est de la polyphonie. C'était assez technique et en fait c'était une super école de la musique. C'est un peu comme on te jette dedans quoi. Donc au début tu sais pas, t'as 8 ans, on te colle une partition devant les yeux, je savais pas encore lire la musique, j'avais pas fait de solfège et en fait on t'explique bon quand ça monte c'est que ça veut dire que ça monte, quand ça descend, tu suis le truc, tu suis les plus grands qui sont avec toi et qui t'expliquent et qui te disent oui mais là ça se dit comme ça, c'est l'allemand, c'est bizarre mais et en fait t'apprends en fait à découvrir tout un panel de musique assez large et à ces âges-là tu commences déjà à chanter dans plein de langues. Et tu chantes des répertoires un peu compliqués et c'était hyper formateur et en fait il s'est avéré que je me débrouillais plutôt pas mal parce que j'étais très motivé et que j'aimais ça et donc il y avait des postes de soliste qui s'ouvraient dans la chorale et très vite je me suis dit ça me plairait bien de pouvoir chanter. Tu veux ma place. Ouais, j'aimerais bien chanter les solos et tout, ça a l'air chouette quoi. Et tu vas faire un truc très belge, ça a l'air chouette quoi. Oh, bah, je dois être belge alors, je le dis souvent. Tu dis beaucoup. Ah ouais, c'est très belge apparemment. Et en fait, j'avais envie de m'améliorer et j'ai demandé à prendre des cours de chant à mes parents. Et j'ai d'abord commencé avec la prof de chant de ma maman qui aimait chanter aussi à ce moment-là, qui avait commencé les cours de chant. Et donc j'ai commencé à des cours de chant qui étaient plus variétés. Et puis on s'est rendu compte à un moment donné que vu le répertoire que je voulais chanter, il fallait que j'aille vers quelque chose d'un peu plus classique. Et donc j'ai rencontré mon premier professeur de chant qui s'appelle Benoît Gillot et qui a été mon professeur et un mentor pendant de nombreuses années. Et j'ai commencé à travailler avec lui à l'âge de 10 ans. Et en fait, lui m'a initié à la technique vocale plus classique dès mon plus jeune âge. Et donc, j'ai pu commencer à chanter des choses assez costaudes, assez jeunes. Et avec les années qui ont passé, bon, alors la voix a changé parce que j'ai eu toute ma vie de voix d'enfant. Avec une voix qui s'est bien développée et puis la mue est arrivée et alors ça se présente pas toujours de la même manière chez tous les garçons. Ouais, c'est une renaissance chez les garçons, je trouve. Ouais, mais parfois ça se fait de manière très progressive et si tu veux la voix descend progressivement vers les tessitures masculines et puis parfois c'est vraiment une rupture. Pardon, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est à propos. C'est parce que tu parles de voix, c'est ça, c'est parce que inconsciemment. Je vais boire un petit coup de café, ça va m'aider. Mais du coup, en fait, chez moi, ça s'est fait de manière un peu abrupte. C'est-à-dire que ma tessiture a commencé à descendre, mais s'est rétrécie progressivement. Et je me suis retrouvé d'une voix qui était très large, où je pouvais chanter plein de répertoires, à un répertoire qui faisait même pas une quinte. Et donc, je me suis retrouvé à plus pouvoir chanter pendant presque 1 an et demi. Et justement, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une tessiture ? Ah, une tessiture. Tessiture, ça va être les catégories vocales auxquelles on va correspondre. Et c'est surtout traditionnellement très présent dans la musique classique. Et c'est une manière de catégoriser les voix en fonction des propriétés physiologiques qu'on a qui permettent de chanter plus ou moins haut dans le spectre du son. Ouais. Et donc, typiquement, dans la musique chorale ou vocale, on dispatche les gens en 4 grandes voix. Ouais. On va dire que dans les voix de femmes et les voix d'enfants, on va dire qu'il y a les voix les plus aiguës qui sont les sopranos. Les voix graves sont les alti on dit au pluriel, donc soprani, alti. Parfois, il y a une sous-catégorie qui est au milieu qui est les mezzo. Et une fois qu'on arrive chez les hommes, globalement, il y a les ténors qui sont les voix aiguës des hommes et les barytons qui sont les voix intermédiaires et les basses. Donc on dit souvent soprano, alto, ténor et basse. Et puis il y a les divisis supplémentaires là-dedans. D'accord. Où est-ce que tu te situes, toi ? À l'heure actuelle, maintenant, je suis plutôt ténor. Ténor avec des graves qui arrivent avec l'âge, tout doucement. Mais après, ce qui est amusant aussi, c'est qu'on se rend compte que ces catégories de voix, qui sont très très codifiées en musique classique, sont parfois beaucoup plus floues en musique pop. On doit faire beaucoup plus de choses et parfois on chante des tessitures beaucoup plus larges. Oui. Dans le répertoire variété. Oui, on mixe les tessitures. Oui. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est aussi parfois le fait d'être catégorisé dans une voix, c'est pas forcément toujours
comment dire, l'ambitus total de ce qu'on est capable de faire. Parce que parfois, tu peux avoir, par exemple, une soprano et une alto qui ont des voix quasiment aussi larges en termes de ce qu'elles peuvent atteindre comme aigu et comme grave. Mais la manière dont la mécanique de leur voix fonctionne fait qu'en fait, elles vont pas avoir accès au même type de qualité vocale au même endroit dans leur voix. Et c'est souvent ça qui définit les voix. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, une soprano et une alto qui a la même... presque la même tessiture, elles peuvent atteindre des notes quasi similaires, ça peut arriver, c'est pas toujours le cas. Mais ce qui va définir le fait qu'elles vont plutôt être catégorisées comme étant voix grave ou voix aiguë, c'est leur facilité à avoir accès à ces deux zones. Ouais. Donc elles peuvent l'atteindre, mais une soprano, par exemple, va être beaucoup plus confortable dans la partie aiguë de sa voix, et parfois un peu moins dans les graves, même si elle peut les toucher aussi. Ouais, d'accord. Et donc c'est la physiologie de la voix qui est différente. Et justement, souvent, pour mes abonnés et ceux qui nous regardent, ils me demandent comment est-ce qu'ils peuvent atteindre leurs aigus. Ils ont l'impression qu'ils sont bloqués ou bien qu'ils se font mal. Quels sont, toi, tes conseils pour justement toucher à ces notes aiguës? Alors, souvent, les questions d'aigu ou de grave, ça va être très lié à... C'est lié à la physiologie de nos voix. Donc, parfois, c'est d'arriver à identifier, tiens, où est-ce que je me situe? Est-ce que je peux chanter aussi aigu que ce que j'aimerais? Où est ma voix? Est-ce que je suis vraiment soprano comme j'aimerais l'être? Ou est-ce que je suis plutôt alto? Ouais. Donc, d'arriver à comprendre, OK, il y a des vraies limites physiologiques de ce que la mécanique peut produire, parce qu'on est tous avec un instrument qui est propre. Et donc, certains naissent avec l'équivalent d'un violon, puis d'autres une contrebasse. Et donc, ça produit pas les mêmes fréquences vibratoires. Mais puis, il y a ce qui, techniquement, peut nous empêcher ou nous faciliter la tâche. Globalement, ce qu'on comprend, et je reviens peut-être là-dessus avec la méthode que j'utilise, mais ce qu'on comprend maintenant avec une approche plus scientifique de la voix, c'est que globalement, pour pouvoir monter, il faut que notre larynx, qui est mobile et qui est on va dire la boîte vocale dans laquelle se trouve, qui est constituée de plusieurs cartilages dans laquelle se trouvent les cordes vocales, pour pouvoir changer de hauteur de son, il faut à la fois qu'il y ait quelque chose qui se passe en termes de tension des cordes vocales, donc il faut que nos cordes vocales vibrent de plus en plus vite. Et c'est associé aussi à un mouvement en fait du larynx, c'est-à-dire que le larynx va monter vers le haut à mesure qu'on va dans les aigus, et va descendre vers les graves, descendre vers le bas à mesure qu'on va dans les graves. Donc c'est un petit peu comme un ascenseur vocal, si tu veux. Et ça, c'est physiologique. Oui, c'est musculaire. C'est complètement physiologique. Et disons qu'en fait, il y a toute une série de paramètres qui peuvent faciliter ou compliquer ce mouvement de l'ascenseur vocal. Donc souvent, quand je commence à donner cours et que j'explique ces concepts-là au tout début, je dis... si tu imagines que tu as un clavier de piano qui est mis à la verticale et que ton larynx c'est une petite cage d'ascenseur qui se balade le long, en fait il faut que globalement l'ascenseur puisse s'ouvrir à l'étage de la bonne note pour pouvoir la chanter. C'est beaucoup plus simple quand par exemple la cage d'ascenseur est construite bien droite. Donc ça nous ramène par exemple à une problématique toute simple dont on parle souvent en chant, c'est la posture. C'est que si la posture est bien et qu'elle n'est pas compromise, déjà cette mécanique d'ascension et de descente peut se faire de manière beaucoup plus souple. Et quelle est la bonne posture alors? Une posture globalement où on va essayer de garder la colonne dans un alignement le plus physiologique possible. Donc c'est-à-dire droit? Droit, mais pas écrasé non plus comme ça, parce que sinon on peut plus faire grand chose. Mais c'est d'éviter par exemple les projections de la tête vers l'avant. Puisque dès que tu vas faire ça, si tu veux, en fait, la mécanique va plus pouvoir bouger facilement. Et donc tu peux avoir des difficultés à aller récupérer la partie aiguë de ta voix. D'autres choses qui peuvent rendre l'ascension des aigus très compliquée, ça va être la position de la langue aussi. C'est-à-dire que notre langue, on pense souvent que c'est ce qu'on voit, la partie visible quand on ouvre la bouche, mais c'est aussi tout ce qui se situe ici en dessous. On appelle ça le corps de la langue. Et le corps de la langue, si tu veux, il est attaché à la mâchoire, mais il est aussi attaché à notre larynx directement. Et donc, si tu veux, parfois, quand la langue se crispe et quand la langue réagit de manière musculaire assez fortement, alors que le larynx essaye de bouger, parfois la langue peut provoquer un mouvement contraire. Donc imagine, tu essayes de monter, si ta langue se rigidifie ou s'écrase vers le bas, et en fait elle peut pousser dans l'autre sens. Et donc on peut se retrouver parfois avec des plafonds dans notre registre qu'on peut assez bien débloquer une fois qu'on commence à travailler sur le relâchement de la langue, l'accompagnement du mouvement et tout ça. Donc, grâce au relâchement de la langue, ça peut faciliter tes aigus. Et comment tu détends ta langue? Il y a pas mal d'exercices qui existent. Un exercice que moi je donne souvent dans les échauffements, et en fait moi pour en dire un mot plus précis, moi je suis formé avec le S-Style Voice Training, on en reparlera peut-être un peu plus en détail après. Oui. Tu veux que j'explique maintenant ce que c'est? Le S-Style Voice Training, en fait, c'est un modèle
d'entraînement et de compréhension de l'appareil vocal, qui a été créé par Joe Estill il y a plusieurs décennies maintenant, et qui est un petit peu le modèle qui est le plus représenté aux États-Unis et en Angleterre, dans les grandes écoles de comédie musicale, et qui est un modèle fonctionnel d'utilisation de la voix. C'est-à-dire que c'est pas une méthode pour chanter d'une certaine manière, c'est un modèle qui permet de comprendre comment fonctionne l'appareil vocal à travers une approche physiologique, anatomique et acoustique. Donc on essaye de comprendre comment sont produites les différentes qualités vocales. Et donc on comprend en fait que chaque son qu'on décide de produire, chaque qualité vocale, donc quand je parle de qualité vocale par exemple, la voix parlée, c'est une qualité vocale, le speech quality on appelle ça. Okay. Le belt, qu'on connaît bien en comédie musicale, qui est cette partie très aiguë de la voix où on va chanter ces notes très fortes et très puissantes, c'est une qualité vocale. Et ces qualités vocales, en fait, sont comme des recettes, si tu veux, de cuisine, qui utiliseraient les mêmes ingrédients qui sont en fait les différentes structures de notre appareil vocal. Ces structures vont être, par exemple, le larynx, les cordes vocales, la mâchoire, la langue, le voile du palais. Il y a toute une série de structures, en fait, qu'on peut piloter et qu'on apprend avec le Estill Voice Training à travers d'exercices de conscientisation musculaire et acoustique à piloter de manière indépendante et à travailler. D'accord. Et donc l'idée, c'est de comprendre un petit peu, ok, le but n'est pas de chanter joliment ou de chanter bien ou de pas faire d'erreur. Le but est de se dire, ok, quel est le son que je veux produire ? Est-ce que si je connaissais la recette de ce son-là et que je pouvais contrôler les différents composants, potentiellement, je pourrais produire n'importe quelle qualité vocale à la demande. Et c'est un peu ça la promesse du Estill Voice Training. Ok. Et quelle est la recette pour avoir une voix puissante alors ? Comment on pilote ça ? La recette d'une voix puissante. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que il n'y a pas de... Comment dire ? La voix, c'est à la fois simple et à la fois complexe. C'est-à-dire que c'est une machine qui est assez passionnante parce qu'elle est... C'est un instrument non palpable, mais on a tous une voix. On a tous une voix et on peut tous apprendre à l'utiliser, mais parfois ça demande en fait d'aller mettre notre attention à un endroit où on n'a pas du tout l'habitude. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de savoir ce qu'on ressent à l'intérieur. Si je te dis « relève ton voile du palais » ou tu vois, sens tes cordes vocales. Si personne ne t'a expliqué comment faire l'expérience de ces sensations-là, on a une perception kinesthésique qui est en fait beaucoup plus diffuse et beaucoup moins précise que si tu décides de te pincer le bout du doigt, tu sais très bien que tu t'es pincé le bout du doigt. Si je te demande de sentir tes cordes vocales à l'intérieur, si je t'explique que tes cordes vocales, c'est ce que tu sens quand tu fais ça. Ça, c'est tes cordes vocales qui se touchent et qui se ferment. D'accord, donc admettons que ça, ce soit nos cordes vocales et dès que je fais ça se touche. Exactement. Et donc, quand je parle... Quand tu parles, tu vas avoir une succession de fermeture et d'ouverture des cordes vocales. Quand tu produis un son, tes cordes vocales vont en fait se fermer. Elles vont se fermer et s'ouvrir le même nombre de fois que la fréquence que tu parles ou que tu chantes. Donc, le début et le débit, que le son, que la hauteur du son. Okay. Donc quand je parle de fréquence, par exemple en acoustique, si vous avez déjà été à un concert classique, souvent, ou même pas forcément classique, mais un concert où il y a un orchestre acoustique, l'orchestre s'accorde. Souvent, il s'accorde en utilisant le La. Le La, qui est la fréquence de ce La, c'est 440. C'est 440 Hertz. 440 vibrations par seconde. C'est assez complexe et assez simple à la fois. C'est-à-dire que quand tu chantes cette fréquence-là, le La 440, en fait, tes cordes vocales doivent s'ouvrir et se fermer 440 fois par seconde. Il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses. Quand tu chantes l'octave d'en dessous, c'est 2 fois moins, c'est 220 Hz, donc c'est 220 ouvertures-fermetures par seconde. L'octave d'au-dessus, qui est proche du fameux contrut que les sopranes parfois essaient de chanter, c'est 880 ouvertures-fermetures par seconde. Le fameux contrut passe les 1000 ouvertures-fermetures par seconde. Et donc, c'est en ça que le modèle Estill et le Estill Voice Training, c'est l'appellation correcte, est super intéressant, c'est qu'il nous aide à comprendre en fait tous ces mécanismes-là et nous donner toute une sorte de gymnastique d'entraînement pour pouvoir contrôler tous ces facteurs de manière beaucoup plus précise. Donc tu me demandais par exemple comment est-ce qu'on gère une voix puissante. C'est déjà de comprendre ce qu'est le volume dans la voix et la puissance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec Estill, par exemple, on peut démystifier pas mal de croyances qui sont parfois un peu erronées sur la voix et qui nous viennent de traditions vocales qui ont parfois fait leurs preuves aussi, mais qui sont plus forcément tout à fait à l'ordre du jour avec ce qu'on a comme information scientifique à l'heure actuelle qui permettent d'observer la voix. C'est-à-dire qu'à l'époque du bel canto,
les gens travaillaient leur voix et puis déduisaient selon leur perception ce qu'ils pensaient être juste. À l'heure actuelle, on a des outils qui permettent d'aller voir à l'intérieur de la machine comment ça se passe, et c'est ce que Joe Steele, quand elle a créé son modèle, a fait, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas juste contentée de se dire « je pense que ça fonctionne comme ça », elle dit « je vais vérifier comment ça fonctionne ». Donc on sait par exemple maintenant que le volume de la voix n'est pas le résultat, par exemple, de mettre plus d'air. Beaucoup de gens pensent que pour chanter plus fort, il faut juste pousser de l'air dedans. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Par exemple, le volume est contrôlé au niveau des cordes vocales par la masse des cordes vocales. C'est-à-dire que nos cordes vocales, c'est assez fantastique. C'est un matériel qui est bioélastique. Les cordes vocales sont assez petites. C'est une structure qui est composée de plusieurs couches. Il y a un muscle entouré de ligaments. Il y a une couche de gel par-dessus et puis une peau très fine et assez résistante qui est dessus. Et en fait, ça donne aux cordes vocales une propriété de pouvoir changer de mode vibratoire. Donc, une des choses qu'on a compris, par exemple, avec le volume, c'est que le volume, c'est le résultat, en fait, de l'épaisseur des cordes vocales. C'est-à-dire que nos cordes vocales peuvent changer de mode vibratoire. Elles peuvent soit vibrer l'une contre l'autre de manière assez épaisse, sur toute leur profondeur de contact. Et c'est ce qui se passe quand on fait un son fort. Donc, quand je parle avec toi, avec une voix assez posée, si je fais I, E, A, O, OU, quand je produis ces sons, mes cordes vocales, en fait, se ferment sur toute leur épaisseur. Et c'est ce qui donne, en fait, ce volume. C'est parce qu'on crée, en fait, de la résistance à l'air. On crée, en fait, une onde de pression sonore qui est plus intense. Quand je fais un son plus doux, à contrario, mes cordes vocales ne se touchent que sur leur rebord supérieur. Elles se touchent de manière beaucoup plus légère et créent une résistance à l'air qui est moindre. Et donc, quand je fais des sons plus doux, par exemple, comme I, E, A, O, OU, en fait, je crée une onde de pression sonore moins intense. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que quand tu veux apprendre à vraiment contrôler le volume de ta voix, c'est un chouette travail de commencer à se demander, OK, quel est le rapport, comment fonctionne l'air par rapport à la voix, quel est son rôle, qu'est-ce qui est responsable du volume. Et donc, c'est à travers toute cette compréhension-là qu'on peut acquérir, en fait, un contrôle de plus en plus précis et j'ai envie de dire très joyeux aussi, parce que c'est cette idée qui est répandue chez Steele, c'est que savoir, c'est pouvoir. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est très agréable avec ce genre de modèle-là, et il y a d'autres modèles aussi, autres que Steele, qui vont dans cette direction-là aussi, c'est de ramener aux chanteurs et de donner aux gens la compréhension de ce qu'ils font et la joie de pouvoir utiliser leur instrument de manière un peu démystifiée. Ouais. Où le chant ne passe plus que par une série d'images très métaphoriques sur l'utilisation de la voix. Moi, j'ai été formé en classique. Alors, j'ai eu plein de superbes informations très intéressantes quand j'étais plus jeune. Mais quand j'ai fait ma formation en conservatoire, il y a eu beaucoup de choses aussi qui étaient très confusantes, parce que, je sais pas, on peut pas dire confusantes, ça n'existe pas comme mot. Très confuse. Des choses confuses, oui. Parce que, en fait, il y avait un amalgame entre des informations théoriques qui étaient justes et puis d'autres qui étaient plus à jour, notamment sur le rôle de l'air, de la pression, du soutien et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, après 5 ans de chant classique, malgré le fait que j'avais un diplôme en poche, que je comprenais pas très bien comment fonctionnait la voix, et qu'en fait, il y avait beaucoup de paradoxes, il y avait des choses que je pensais faire, et je me rendais compte que quand je les faisais telles qu'on me les avait enseignées, ben, ça marchait pas, il y avait des choses qui coinçaient dans ma voix. Et en fait, c'est quand je me suis rendu en Angleterre pour faire mon post-graduat en comédie musicale que j'ai découvert le modèle Steele, qui était le modèle un peu prévalent là-bas. Oui, et un peu plus scientifique aussi. Plus scientifique, ouais. Et moi, ça a été une sacrée remise en question aussi, parce que je suis sorti de mes études de chant, jeune chanteur diplômé avec un master de chant de conservatoire. Je suis arrivé un peu là-bas en Angleterre avec une certaine arrogance de la jeunesse, en me disant oui, ça va, ils vont pas m'apprendre à chanter, moi je vais venir faire du théâtre et de la danse et puis le reste ça ira tout seul. Et quand j'ai eu ma première semaine de découverte de ce modèle Steele, je suis vraiment... T'as tout remis en question. J'ai pas tout remis en question, mais ça m'a permis de comprendre plein de trucs. Ça m'a permis de me rendre compte, toutes ces informations-là, elles étaient vraiment super. Par contre, ça, en fait, quand on me disait ça, c'était ça que ça voulait dire, en fait, et j'avais pas compris de la bonne manière. Donc, ça veut pas forcément dire que ce que j'avais appris était pas juste. Oui. Mais ça redonnait du contexte, ça permettait de démystifier les choses qui étaient pas correctes. Enfin, c'est vraiment super intéressant. C'était supplémentaire, quoi. En fait, des infos... Hyper complémentaires. Remises à jour, en tout cas, Absolument. Grâce aux études plus récentes. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des personnes qui veulent chanter de manière puissante, mais qui se font mal, en fait, qui ont l'impression de se forcer? Quelle est la solution pour ne pas atteindre ce niveau-là? Ce que je te dirais, c'est de nouveau, c'est que pour moi, la clé de toute ambition vocale, surtout si c'est compliqué et qu'on se fait mal,
c'est d'essayer de comprendre la mécanique. Donc, de passer par une formation, que ce soit style ou une autre formation vocale, mais en tout cas quelque chose qui vous donne des informations sur le fonctionnement de la machine et de pouvoir aussi comprendre pourquoi est-ce que ça marche pas. Ouais. Et là, en quelques phrases, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qui pourrait faire que quelqu'un force, par exemple? Ouais. Bah, une des choses qui va se produire régulièrement chez les gens quand ils forcent sur leur voix, ça nous ramène en fait à la fonction primaire de notre larynx. C'est-à-dire que on pense tous que la fonction primaire de notre larynx et de notre corde vocale, c'est de parler, de chanter, de communiquer. Alors qu'en fait, de manière très pragmatique, la fonction primaire de notre larynx, c'est une valve. C'est une valve qui régule notre respiration, la pression de l'air, et qui est là pour nous maintenir en vie. Pour vérifier qu'on soit toujours oxygéné, que notre sang reste oxygéné et qu'on ne meurt pas. C'est le principe de base. Et ce larynx a aussi une fonction de protection. Donc par exemple, quand tu vas, si tu te racles la gorge, quand tu as quelque chose de coincé, ce larynx se met en mouvement pour essayer de retirer un corps étranger. Quand tu tousses, pareil. Et en fait, ce qui a été découvert à travers toutes ces recherches, c'est qu'effectivement, ce larynx a une fonction de protection et en fait possède plusieurs étages de fermeture. Donc on rentre dans des détails très précis, mais globalement, le premier étage de fermeture de ton larynx, ce sont tes cordes vocales. Donc les cordes vocales, c'est ce que tu sens quand tu fais ça. Et d'ailleurs, si on ferme les cordes, l'air, il peut plus faire quoi? Passer. Ah, il peut plus passer. Donc, cette fonction de valve, on la sent déjà à ce moment-là, si tu veux. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, on a un deuxième set de cordes vocales. On a ce qu'on appelle les fausses cordes vocales. Elles ont plusieurs noms scientifiques différents. Chez Steele, on les appelle les fausses cordes vocales, même les faux plis vocaux d'ailleurs, parce que c'est plus barbare que ça. c'est plus scientifique. C'est-à-dire que Estil, dans la traduction française Estil qui est utilisée, on utilise des termes médicaux plus corrects et on parle de plis vocaux, en fait. On ne parle pas de cordes vocales. Moi, c'est vrai que souvent, je parle de cordes vocales avec mes élèves pour garder le jargon qui est utilisé. Oui, voilà, pour que tout le monde comprenne, que ce soit accessible aussi. Surtout qu'il y a beaucoup de chanteurs débutants qui nous regardent aussi. Absolument. Le but, c'est vraiment d'ouvrir le... Ouais. Donc, plis vocaux ou cordes vocales, en tout cas, on a plusieurs sets de cordes vocales. On a nos cordes vocales principales et puis on a les fausses cordes vocales. Et ces fausses cordes vocales, ces faux plis vocaux, ils ont un rôle de protection, si tu veux. C'est comme un deuxième sas de fermeture. Et c'est ce que tu ressens quand tu fais ceci. Donc, si tu alternes les deux, en fait, tu peux percevoir qu'il y a une différence de hauteur. Si tu fais tes vraies cordes vocales, tu fermes les vraies cordes vocales, tu fais... Oui, c'est pas au même endroit. C'est légèrement au-dessus. C'est légèrement au-dessus. Et ces fausses cordes vocales, en fait, elles ont un rôle très précis dans la protection de notre larynx. C'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à se refermer quand, par exemple, on fait un mouvement qui requiert un peu plus d'énergie physique. Donc, par exemple, si on essaye tous les deux de se lever du canapé, si on met nos mains comme ça, qu'est-ce qui se passe dans notre respiration? Elle se bloque. Donc en fait, ça c'est quand notre larynx se referme, nos fausses cordes vocales se ferment et nos vraies cordes vocales aussi. Donc on a une sorte de fermeture complète. Comme quand tu fais ça. On fait ça quand on porte un sac de course très lourd, les femmes font ça quand elles accouchent, tout ce qui requiert un effort très intense. Mais ça peut aussi se produire en fait quand la pression de l'air est trop intense sur nos cordes vocales. Si tu veux, le cerveau ne comprend pas qu'on est en train de vocaliser. Il se dit, la valve est déréglée, il y a trop d'air qui essaie de sortir alors que les cordes vocales essayent de fonctionner. Donc quand par exemple tu essaies de faire un son et que par en dessous tu pousses beaucoup d'air, par exemple en contractant très fort l'abdomen, en fait tu crées une surpression sur tes cordes vocales qui enclenche en fait une fermeture des fausses cordes vocales par-dessus parce qu'elles se remettent en mode protection. Ton cerveau se dit problème de dérèglement, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui veut sortir ou rentrer dans les poumons, mais on va fermer la porte. Et donc cette sensation de se met en route. Alors, quand je le fais comme ça, c'est absolument pas dangereux pour la voix parce que c'est juste mes fausses cordes vocales, mes faux plis vocaux. Mais quand tu chantes... Voilà. Si tu le fais en même temps qu'un son vocalisé en dessous, le son ressemble à ça. C'est comme si tu fais... On appelle ça de la constriction. Ce sont en fait tes faux plis vocaux qui viennent frotter sur les bords des vrais plis vocaux pendant qu'ils sont en train d'essayer de vibrer de manière régulière et équilibrée. Et en fait, ça perturbe leur fonctionnement. Et au bout d'un moment, en fait, tes vraies cordes vocales finissent par frapper ou vibrer de manière complètement saccadée l'une contre l'autre. Elles sont perturbées, en fait. Elles sont perturbées. Et c'est ça qui, à terme, en fait, peut provoquer de l'irritation, de l'inflammation. Mais quand c'est fait avec beaucoup de vigueur et beaucoup de violence, c'est même ça qui peut provoquer les hémorragies vocales ou ce genre de choses-là. Donc, ou l'aphonie, même. Oui, exactement. Quand c'est fait à répétition. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet aussi de comprendre la différence entre un trauma vocal,
et un effort musculaire qu'on peut ressentir. Souvent, les gens, quand ils savent pas trop ce qu'ils ressentent, par exemple, si tu chantes très aigu pendant de nombreuses minutes, potentiellement, tu vas sentir tes muscles en fait se contracter assez fort. Et parfois, les gens confondent ça comme étant une douleur de traumatisme vocal. Parce qu'en fait, ils sentent leurs muscles travailler très fort. Ils ont un peu peur de ça. Ils disent « Oh là là, j'ai mal là, ma voix est en danger. » Alors qu'en fait, pas forcément. Ils utilisent une zone Ils utilisent une zone musculaire qu'ils ont peut-être moins l'habitude d'utiliser. Et ça peut mener à des courbatures ou des tensions aussi, parfois pas nécessaires. Mais c'est très différent d'une sensation de trauma vocal. Qui est très identifiable parce qu'en fait, le trauma vocal, la sensation est souvent assez simple. C'est une sensation de brûlure, de gratouille, de chatouille, qu'on peut ressentir soit au moment où on chante, soit parfois juste après. Et donc ça, c'est l'indicateur. Et donc, comme on le disait, c'est souvent provoqué par trop de pression d'air. Parce qu'en fait, les cordes vocales n'ont pas besoin d'autant d'air que ce qu'on pense. Elles gèrent très bien elles-mêmes la pression dont elles ont besoin pour vibrer. Et c'est en général beaucoup moins que ce qu'on croit. Et ça peut aussi se provoquer, par exemple, quand on est très stressé. On a vu que quand le corps rentre en mode panique, en anglais ils appellent ça fight, flight, freeze, c'est le mode panique. Et quand on est prêt à se battre, quand on est prêt à s'enfuir ou quand on se fige, souvent dans une peur extrême ou quand on a un niveau de stress qui monte, c'est notre cerveau reptilien qui reprend le contrôle et on se met en mode panique. Souvent, ça on a remarqué que ça provoque une constriction. Le problème, c'est que dans la pratique artistique, que ce soit en tant que comédien, en tant que chanteur, en fait, les déclencheurs de ce genre de stress, ils sont multiples et hyper nombreux. Et donc, c'est pas qu'une question de ce que je fais pas bien vocalement. Oui, c'est un contexte aussi. C'est un contexte. Et donc, il existe plein d'exercices, notamment avec Estil, qui permettent en fait de ressentir, par les petits exercices par exemple qu'on vient de faire de conscientisation. Ah oui, donc j'ai des faux plis vocaux. Voilà la sensation. Et puis après ça, en fait, il existe des figures de travail qui permettent en fait d'entraîner différentes positions de ces faux plis vocaux et de nous mettre dans une position potentiellement la plus optimale pour chanter. D'accord. Donc on apprend à la fois à sentir ces zones-là, à être vigilant aux différents déclencheurs en fait qui peuvent aux émotions qu'on peut ressentir, mais aussi à des choses très techniques comme par exemple est-ce que je suis pas en train de pousser constamment de l'air sur ma voix parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire pour dynamiser mon volume dans les aigus, alors qu'en fait parfois c'est exactement l'inverse qui doit se produire, c'est que moins d'air, plus de fermeture des cordes permet de gagner de la puissance, mettons, sans se faire mal. Donc c'est toute cette idée de plus je comprends, plus je peux entraîner, plus je peux isoler, plus je deviens maître en fait de ma voix et de ma technique et moins j'ai de risque de me faire mal. Ouais, d'accord. Oui, comme tu dis, le savoir, c'est le pouvoir, quoi. Et en ce qui concerne la justesse, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles chantent pas juste, ou bien que parfois, surtout les fins de phrases, manquent de justesse. Même parfois, le son ne suit pas et il y a plus de son. Quelles sont les solutions possibles pour apprendre à chanter juste ? Alors, c'est toujours je peux pas te donner de réponse toute simple. C'est souvent, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de ce qu'elle fait déjà avec sa voix. Donc, il peut y avoir plusieurs réponses à cette problématique. Une des premières que je remarque souvent, c'est que on va parfois voir en fait que pour pouvoir maintenir, par exemple, une note tenue sur une hauteur qui bouge pas, en fait, c'est souvent lié à la capacité de garder un effort constant ou de garder en tout cas un effort qui ne bouge pas au niveau de la musculature qui va piloter la hauteur. Donc, si on revient à notre histoire de l'ascenseur vocal, si ça demande un certain effort de faire monter ton larynx pour atteindre une note, eh bien, il va falloir en fait pouvoir maintenir ton larynx dans cette zone-là jusqu'à la fin de la note pour que la justesse ne bouge pas, si tu veux, ne fléchisse pas. Alors, en fonction de la hauteur où tu te trouves, tu vas parfois devoir utiliser d'autres structures avoisinantes pour aider la machine à se stabiliser, par exemple. Comme quoi ? Comme par exemple, tous les muscles de la zone du palais. On parle souvent du voile du palais. Alors, le voile du palais, il a un rôle super important pour gérer la nasalité quand on chante. C'est la seule chose qui permet d'introduire ou de retirer de la nasalité. Mais notre voile du palais, il va avoir un rôle super intéressant de stabilisateur. Parce qu'il va permettre, en fait, quand il est bien relevé, bien tendu, il a des fibres musculaires qui partent se connecter à la fois dans la langue et à la fois dans le larynx. Et donc, quand ces muscles-là, par exemple, sont bien relevés, bien contractés, ils vont permettre, en fait, de stabiliser le larynx quand il se retrouve, par exemple, dans des zones un petit peu instables. Donc, quand on commence à chanter, par exemple, dans une partie un peu plus aiguë de notre tessiture, c'est souvent là où, parfois, c'est plus difficile, quand il faut tenir des longues notes, de garder la justesse. Et souvent, c'est parce qu'il y a une sorte de manque de stabilisation.
Donc, parce qu'on est trop contracté ou parce qu'on ne conscientise pas parce qu'on les conscientise, résonateurs. parfois on conscientise pas en fait l'effort nécessaire qu'il faut maintenir. Donc chez Estile par exemple, on parle beaucoup de chiffres d'effort dans les différentes zones où on va travailler. On va utiliser l'effort comme une unité de mesure du travail vocal. C'est vraiment une approche très athlétique, si tu veux, de la voix. Mais c'est les grands chanteurs, les vocalistes, ils te disent que c'est un sport. Hein. Ah mais c'est un sport. Ouais, chanter. Et au début, je trouve que ça demande en fait beaucoup de... C'est pas forcément que ça va te demander beaucoup d'efforts, mais ça va demander beaucoup de contrôle de l'effort. Et en fait, cette idée par exemple des chiffres, c'est que on sait que pour qu'un muscle puisse entrer en mouvement, il faut qu'il y ait une contraction du muscle. Cette contraction représente un certain effort. Donc ça ne veut pas dire nécessairement avec beaucoup d'efforts, mais pour que quelque chose bouge, pour qu'une structure bouge, il faut qu'il y ait une contraction musculaire. C'est la quantification de cette contraction musculaire qu'on va essayer de chiffrer. Donc si tu imagines que tu as un curseur qui irait de 0 à 10, en fait on va essayer, quand on travaille avec les élèves, de dire ok, quand on fait tel exercice, mettons, est-ce que tu peux identifier sur une échelle de 0 à 10, combien tu as l'impression que tu travailles. Et c'est une échelle qui est toujours propre à soi. Donc on fait des exercices au début, par exemple, justement, sur l'effort, de dire, ok, imagine que si tu serres tes poings très très fort, ça c'est 10. Ça te donne ton échelle de mesure. Si tu tiens, par exemple, ton téléphone en main, c'est pas 0, parce que si c'était 0, il tomberait par terre. Et si tu le tiens délicatement, tu dirais que c'est quoi comme chiffre d'effort 2. Ouais, 2, voilà. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, toi, dans ta tête, tu as déjà une sorte d'échelle de valeur de OK, ça c'est 2, ça c'est 10. OK. Et donc, quand moi, je suis en train de travailler sur ma voix, que je tiens cette note-là assez aiguë, OK, ça me paraît être un 6, 7. Et parfois, tu vas pouvoir toi-même identifier que, à mesure que je tiens ma note, je sens qu'en fait, mon effort physique diminue. Et donc, potentiellement, ma note va shifter vers le bas, elle va pas rester stable. Donc, c'est une question de ressenti aussi. En fait, on travaille beaucoup, et c'est ça que j'aime beaucoup chez Estile, c'est qu'on va beaucoup écouter la musculature. C'est-à-dire que dans les méthodes un peu traditionnelles, souvent, on fonctionne avec des systèmes de reproduction. C'est-à-dire que vous avez un professeur en qui vous avez confiance, qui va te montrer un exercice vocal, tu vas l'entendre, tu vas essayer d'imiter le plus possible la qualité vocale ou la couleur qu'on t'a montrée. Tu vas écouter les conseils et souvent on va te donner une métaphore ou une image pour te dire ok, est-ce que ça peut être un peu plus clair, un peu plus brillant, un peu plus sombre, attention à la justesse, il faut soutenir un petit peu plus. Et parfois c'est des informations qui peuvent être très aidantes en termes de créativité, mais parfois pas très précises. Oui, elles peuvent être abstraites. Et le problème aussi en fait de fonctionner qu'avec tes oreilles, c'est-à-dire que tu essayes de correspondre au moment où tu chantes à ce que tu entends ton professeur faire, mais tu es à la fois en train d'essayer de contrôler ta voix et en même temps, tu es le coach vocal qui essaye d'écouter ce que tu fais. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, ton oreille te ment. Ah bon ? Pourquoi ton oreille te ment ? Tout le monde, j'imagine, et ceux qui regardent la chaîne, vous aurez peut-être cette sensation-là aussi, mais comment est votre voix quand vous écoutez un enregistrement de vous ? La première fois que tu t'es écouté en enregistrement ? En général, on n'aime pas trop sa voix. Ah ouais ? Pourquoi on n'aime pas trop notre voix ? Déjà, il faut s'habituer à s'écouter. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu entends ta voix toi-même, en fait, elle est complètement filtrée différemment que pour le reste du monde. C'est-à-dire que toi, tu entends ta voix et elle est filtrée par ton oreille interne, par tous tes tissus. Et donc, elle a une couleur très spécifique qui est la voix que toi, tu as l'habitude d'entendre. Et c'est pour ça que quand tu entends un enregistrement de ta propre voix, tu te dis « Oh mon Dieu, mais quelle horreur! C'est comme ça que je sonne, c'est ma voix, ça !» Même parler, d'ailleurs. Oui. Et en fait, il faut un certain temps pour arriver à créer une sorte de cohérence entre ce que tu entends dehors. D'acceptation aussi. Donc, c'est ça que je dis quand je dis que la voix nous ment. C'est-à-dire que si tu essayes de faire qu'un son qui te plaît à toi à l'intérieur, tu pars déjà un peu perdant parce qu'en fait, tu n'as aucune garantie que si tu produis un son qui est joli pour toi, qu'il soit plaisant pour le monde extérieur. Par contre, si tu travailles avec quelqu'un en qui tu as confiance, qui t'aide à te guider, par exemple, stylistiquement dans le style que tu as envie d'apprendre à chanter, et que, en fait, on t'aide à ressentir musculairement à quoi ça correspond. Donc, c'est ça l'idée, c'est que tu vas commencer à créer une empreinte musculaire de chaque son que tu veux produire. Tu vas de manière beaucoup plus performante et personnelle pouvoir aussi revenir à ces sensations-là. Donc, en fait, si tu veux, tu crées une empreinte musculaire du son. Et donc, une fois que tu as capté comment le produire, donc mettons, tu apprends à faire du belt et on a passé pas mal de temps à décortiquer les sensations. Une fois que tu y es et que tu sens que le son, il correspond à ce que tu veux produire, que ton professeur ou ton coach dit oui, c'est ça, c'est approprié au répertoire, c'est super. En fait, tu vas essayer d'écouter ta musculature et de pouvoir dire, ok, c'est ça la sensation interne. Je sens que telle structure est dans cette position-là. Mon palais est mis comme ça. Ma langue est dans cette position. Mon larynx est là.
c'est tel chiffre d'effort, voici à quoi ça correspond. Et donc, tu vas beaucoup plus facilement pouvoir, à terme, retrouver systématiquement ta recette. D'accord. Parce que tu écoutes ta musculature aussi fort que ta voix. J'aime beaucoup ce concept de recette. C'est un peu C'est l'encyclopédie. parce que t'aimes bien cuisiner, c'est pour ça. Parce qu'on tous les deux, on aime bien cuisiner. Et est-ce que tu aurais la recette du vibrato? Ah, ça c'est une question qui est super intéressante. Le vibrato, c'est un sujet qui peut être débattu très très longuement. Alors, il y a plein de types de vibrato différents. Ouais. Il va y avoir, on va parler de vrais vibrato, de vibrato manufacturé. Alors, il peut y avoir parfois ce qu'on va appeler un trémolo dans la voix, qui va être un changement de volume et de pitch en même temps. Le vrai vibrato, souvent, on dit que c'est celui qui va avoir une fréquence d'environ 6 battements par seconde. Et donc, en fait, c'est une oscillation de l'onde sonore. Donc, il faut imaginer que cette onde que tu viens de produire, donc la note que tu viens de chanter, va se mettre tout doucement à vibrer, à changer légèrement de pitch à un battement d'environ 6 fois par seconde. D'accord. Donc, si on le fait, par exemple, si je tiens une note droite et que je fais I, là, il n'y a pas de vibrato. I, on peut l'introduire. Le vibrato, en fait, on a compris, et notamment avec les modèles comestibles, c'est que il faut qu'il y ait un certain setup qui soit mis en place, une certaine configuration vocale qui soit mise en place pour pouvoir le produire. Une des choses qui permet d'activer le vibrato, c'est qu'il faut qu'en fait notre cartilage thyroïde, qui est le plus grand cartilage du larynx, qui ressemble à une sorte de bouclier. Chez les hommes, on l'identifie un peu plus facilement parce que c'est la pomme d'Adam. C'est la pointe de la pomme d'Adam. Les femmes, vous en avez un aussi, sauf que l'angle est beaucoup plus plat. Ce cartilage thyroïde, en fait, il est articulé aux autres cartilages du larynx et il peut basculer vers l'avant. Et là où on en est dans la compréhension scientifique pour l'instant, c'est que ce cartilage peut basculer vers l'avant. Et quand il bascule vers l'avant, en fait, il nous permet d'avoir accès à 3 choses. C'est ce qui permet d'amener une couleur plus chantée à la voix. Donc, c'est ce qui permettrait de différencier la voix parlée de la voix chantée. C'est ce qui permet aussi de servir un petit peu de changement de vitesse vers les aigus, parce qu'en fait, ça va jouer sur la tension des cordes, donc permet de changer la fréquence vibratoire plus facilement. Et le 3e bonus de ça, c'est le vibrato. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que le vibrato se produit en général quand le larynx est basculé. Et alors, cette bascule du larynx, en fait, on la travaille chez Steel en parlant de la notion du pleur. Je ne sais pas si c'est déjà quelque chose que tu as entendu. Ok, d'accord. C'est que globalement, chez la plupart des gens, quand on parle dans notre voix parlée habituelle, notre larynx, et notamment notre cartilage thyroïde, est dans sa position de repos verticale. Alors, tout le monde ne fait pas forcément ça, mais la plupart des gens sont dans cette position-là. Donc, si par exemple, je te parle là maintenant, mon cartilage thyroïde est vertical. Si je me mets à me plaindre et à te parler avec un peu de plainte... Quand tu chouines, quoi. Ouais, quand tu te plains, quand tu pleures, si je commence à geindre un petit peu comme ça, en fait, mon cartilage thyroïde se met à basculer vers l'avant un petit peu. Il crée cette sensation de stretch vers l'avant. Donc, on entend la voix comme étant légèrement plaintive ou émue ou triste. Ça peut aussi être la voix de l'empathie. Donc, ça va être la voix du thérapeute. Bonjour Alice, comment ça va aujourd'hui? Je suis là pour toi. Tu peux me raconter tout ce que tu veux. En fait, il est prêt à vibrer. C'est ça, exactement. En fait, c'est ce mécanisme-là de pleurs. Alors, on l'entend sur la voix parlée comme étant cette couleur-là. Mais si tu transitionnes, donc si par exemple je te parle avec ce son-là et que tout à coup je commence à te chanter par exemple « Joyeux anniversaire », ça sonne plus comme du pleur, mais ça sonne comme la voix chantée. Alors qu'à contrario, si j'avais gardé mon larynx complètement vertical et que je te fais « Joyeux anniversaire », ça sonne pas comme du chant. Ça, c'est comme quand tu parles, quoi. C'est un peu comme la voix de Monsieur Madame Tout-le-monde qui est pas entraîné, qui chante Joyeux anniversaire, c'est-à-dire que ça reste, c'est des notes tenues, mais on n'entend pas ça comme du chant. Non, c'est une voix parlée sur des notes. Exactement. Le chant, globalement, en général, on se met dans cette posture de pleurs, même inconsciemment, sans s'en rendre compte. Oui, c'est un placement vocal. C'est un placement vocal, et c'est ça souvent qui donne cette couleur qu'on va dire un peu travaillée, qui sonne comme quelqu'un qui a travaillé sa voix ou qui sonne chantée. Et c'est quand on est dans cette position-là qu'on peut en fait apprendre à libérer ce vibrato. Et c'est plutôt quelque chose qui se libère, c'est-à-dire que c'est une conséquence de cette bascule musculaire. Au bout d'un moment, en fait, la machine se relâche et le vibrato se met en route. Et donc souvent les gens parfois qui peuvent avoir un vibrato qui est très verrouillé, ça peut être un problème par exemple de surpression abdominale. Donc c'est de nouveau cette idée de rapport à l'air, c'est que si on essaie de propulser de l'air dedans, ça peut vraiment gripper la machine et le larynx et en fait bloquer le vibrato.
Donc souvent, quand les gens nous demandent à travailler sur leur vibrato, on va déjà vérifier qu'ils arrivent à se mettre dans cette posture de pleurs, de bascule. Et puis, on va essayer de regarder si, en termes de pression, par exemple, il n'y a pas un truc qui est complètement verrouillé en dessous. D'accord. Et ça met parfois pas mal de temps à se déverrouiller. Ok. Il peut y avoir d'autres problématiques aussi, évidemment. Hein, mais... Non, mais donc, l'ingrédient secret du vibrato, en fait, c'est la plainte. En tout cas, de ce qu'on en comprend encore à l'heure actuelle. Au niveau sensation, c'est ça, quoi. Oui. Ok, d'accord. Et tu sais, le soutien vocal, c'est quelque chose de souvent extrêmement abstrait pour les gens. On entend vraiment de tout, on entend chanter avec le ventre, on entend pression, contre-pression, avec des termes assez simples et accessibles pour tous. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le soutien vocal? Je vais essayer. C'est un concept qui me fait toujours beaucoup rigoler aussi parce que ça me fait penser à ma mentor Anne-Marie Speed qui m'a formé au Still Voice Training et qui dit souvent dans ses formations, elle parle quand on arrive au soutien, elle dit qu'est-ce qu'il faut faire quand on chante pas assez haut? Il faut soutenir. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on chante pas assez fort? Il faut soutenir. Quand on chante trop bas, il faut soutenir. Quand c'est un peu... Et quand on n'y arrive pas? Quand on n'y arrive pas, il faut soutenir. Voilà. Et donc, le soutien, c'est cette espèce de chose incroyable qui règle tous les problèmes de la voix. Mais si seulement on pouvait savoir ce que c'est, ce serait fantastique. Et c'est souvent un peu compliqué parce que quand on demande aux gens c'est quoi le soutien, bah, tout le monde a une version différente de ça. Ce que nous, on comprend, en tout cas de ça chez Still, c'est que le soutien, c'est pas la pression abdominale. Contrairement à ce qu'on peut croire parfois. Et ça revient à une idée assez basique du fonctionnement de la respiration et de la voix. Et qu'est-ce que c'est alors? Alors, qu'est-ce que c'est? Chez Still, nous, on va parler d'ancrage. C'est-à-dire qu'on va parler en fait d'ancrage qui permet de stabiliser l'appareil vocal dans des tâches de haute intensité qui requièrent en fait une aide, une assistance, si tu veux. Donc typiquement, si tu dois chanter très haut et très doux, ou très haut et très fort par exemple, ou dans une qualité vocale très intense comme du belt, comme de l'opéra, les structures du larynx peuvent se retrouver parfois dans des zones qui sont un peu instables. Le problème de l'idée un peu prévalente qu'il faut comprimer l'abdomen pour soutenir, c'est qu'en fait, ces muscles des abdos, c'est les muscles de l'expiration profonde. Donc ce qu'ils font, c'est que quand tu comprimes l'abdomen, tu vas en fait créer beaucoup de pression d'air sur les cordes vocales. Le problème, c'est qu'on sait à l'heure actuelle en fait que les cordes vocales n'ont pas besoin ni n'utilisent autant d'air pour faire du son. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que par exemple, plus un son va être fort, plus les cordes vocales vont être épaisses et hermétiquement fermées. Quand on chante en qualité vocale de belt par exemple, ou même en opéra, quand on produit un son, les cordes vocales vont être fermées de 60 à 70% du temps. Donc tu imagines, si tu tiens une très longue note qui dure 10 secondes, pendant 7 secondes de ces 10 secondes, tes cordes vocales sont fermées. Si les cordes vocales sont fermées, qu'est-ce qui ne peut pas se produire? L'air ne peut pas sortir. Donc à quoi ça servirait d'aller pousser énormément d'air sur une porte qui essaye absolument et résolument de rester bien hermétiquement fermée? Mais pas à grand-chose. Et souvent, ce que ça a tendance à produire, c'est que ça peut en fait créer ces systèmes de constriction dont on parlait tout à l'heure, donc de créer en fait une fermeture complète de notre larynx, où les faux plis vocaux prennent le relais. Et en fait, on commence à rentrer dans beaucoup de difficultés et de soucis vocaux parce que c'est là qu'on pousse, qu'on force et qu'on se fait mal. Et quand on fait ça à répétition, c'est ça qui peut créer du surmenage, de la fatigue vocale à répétition. Ouais. Donc du coup, si on sait que c'est pas une stratégie hyper aidante, eh bien, il a fallu trouver d'autres mécanismes. Et donc, typiquement, dans un modèle comme Still, on va parler d'ancrage. Et on a 2 niveaux d'ancrage. Donc, je te parlais tout à l'heure, par exemple, du voile du palais. Oui. Ce voile du palais, il fait partie de la musculature de l'ancrage numéro 1, qui est l'ancrage de la tête et du cou. Donc, on va utiliser les muscles du palais, les muscles de la zone de l'occiput ici derrière, les muscles qui sont aussi le long du cou, ici, les stérénocléidomastoïdiens. Le stérénocléidomastoïdien, c'est tout simple, SCM, tout simplement. Ces 3 groupes musculaires, en fait, quand ils sont combinés, vont en fait aider notre larynx à se stabiliser. On parle d'ancrage un peu de la même manière qu'un bateau est stabilisé grâce à l'ancre qui est accrochée au fond de l'océan. Superbe image, ça. Ce n'est pas en fait quelque chose qui est fixe ni qui pousse le son. Imagine, ce bateau, il trouve son point d'ancrage, mais il est quand même libre de bouger et de performer au-dessus. C'est un peu l'idée de la voix, c'est qu'en fait, c'est une stabilisation de la même manière que quelqu'un, quand il écrit, par exemple, prend appui avec son avant-bras sur la table. On écrit rarement comme ça. Si on écrit comme ça, c'est pas très précis. Ouais.
Donc on a besoin en fait de pouvoir s'appuyer sur un plus grand groupe musculaire pour que la micromusculature fonctionne, la micromotricité. C'est la même chose pour la voix. Et donc en fonction des tâches vocales, on va d'abord utiliser les muscles les plus proches de la zone du larynx, donc qui sont principalement les muscles du palais, par extension ceux du cou et de la nuque, qui vont stabiliser le larynx dans les tâches qu'il doit effectuer. Et si c'est pas suffisant, on va se tourner vers les muscles du torse, donc on parle de l'ancrage du torse, qui sont principalement les grands dorsaux, qu'on a le long des deux côtés, le long des omoplates. Donc on chante aussi avec les dorsaux. Avec les dorsaux. Par extension, on va avoir les muscles pectoraux. Et par extension aussi, le carré des lombes, qui est une couche très profonde qui se trouve ici dans le dos, et qui, elle, est accrochée aux côtes les plus basses, de la même manière que le diaphragme. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu actives cet ancrage du torse, donc c'est ce qu'on va sentir, par exemple, si on soulève un sac de course, si tu fais une traction, c'est ces muscles-là qu'on va sentir. Quand on les active pendant qu'on chante, par extension, en fait, on a des fibres musculaires qui viennent se connecter au larynx et qui vont aider à soutenir le larynx aussi. Mais ce qui va aussi se produire, c'est que ça va mettre un frein à la remontée du diaphragme. Donc, ça va faire exactement l'inverse de ce qui se passe quand on comprime l'abdomen, où on pousse beaucoup d'air vers le haut. Ouais. Quand tu ancres, en fait, c'est comme si tu retiens l'air. Ouais, d'accord. Et en fait, ça permet à ton corps qui est occupé, à ton larynx qui est occupé à effectuer une tâche vocale hyper intense, de ne pas devoir se soucier de la pression d'air qui est justement maintenue la plus basse possible. D'accord. Donc, tu vois, c'est l'inverse de ce qu'on a dans la tête. C'est qu'en fait, le soutien, si on veut, c'est pas pousser de l'air vers l'extérieur, c'est retenir l'air vers l'extérieur, si tu veux, pour que la fonction vocale puisse se faire de la manière la plus sereine et la plus confortable possible. Donc ça, c'est un point hyper important, Estille, c'est le confort vocal. Et avec tous les muscles qui sont sollicités lorsqu'on chante, est-ce qu'on peut se dire que les sportifs, même si ils ne veulent pas chanter, ils pourraient avoir des facilités à utiliser leur voix ? En tout cas, à soutenir leur voix. Je pense que les sportifs, là où ils ont peut-être une longueur d'avance par rapport aux chanteurs, c'est qu'ils vont peut-être plus facilement arriver à anticiper leur appareil vocal comme une mécanique sportive. C'est-à-dire que je pense que ce sera moins peut-être difficile pour eux de pouvoir se dire « Ok, c'est telle et telle combinaison de muscles et il faut que je travaille mon isolation ». Et c'est ce que font les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que tous les grands athlètes, ils passent des mois et des mois et des mois à travailler le moindre mouvement de leur routine sportive en isolation. Donc un grand tennisman, quand il va devoir corriger son revers, il va passer des semaines à juste corriger la position et refrapper. Enfin, c'est ce genre de détails-là. Et le sportif aussi est conscient de la demande que ça a, je le phrase pas bien. Il va être conscient en fait de j'ai le mot anglais qui me vient, mais la dedication, tu vois, l'effort constant que ça demande de travail, la dévotion qu'on doit y mettre, le dévouement que ça demande pour vraiment corriger et sentir des choses musculaires très précises. Et parfois, ce que je remarque, c'est que le chanteur, comme on a dans cette idée que chanter c'est un art et que c'est quelque chose qui nous tombe donné par les divinités de la musique et que en gros tu es né avec le don ou tu l'as pas, tu dois savoir le faire ou sinon c'est trop tard. Et en fait, on a du mal à comprendre que, en fait, si, c'est ça que je voulais dire quand, au début de notre entretien, je disais tout le monde peut chanter. C'est en fait, tout le monde peut apprendre à utiliser sa mécanique. On a tous un larynx, on a tous toute cette musculature à notre disposition. On est tous capables, à travers les bons exercices, d'apprendre à ressentir et à produire des sons. Et à contrôler. Et à contrôler. On n'est peut-être pas tous voués à devenir de grands artistes parce que effectivement, le feeling artistique, ça c'est autre chose. La musicalité, tout le travail d'imagination de ce qu'on peut faire avec la machine, ça c'est quelque chose qui est très propre aux gens qui ont plus cette fibre-là. Mais en tout cas, tout le monde peut apprendre à l'utiliser. C'est comme apprendre à marcher. C'est des facultés motrices hyper précises, mais qu'on peut apprendre à réentraîner de manière différente. Et ça c'est une super nouvelle. Bah oui. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut parler, tout le monde peut utiliser sa voix de manière créative. Et tout à l'heure, tu parlais de routine sportive. Quelle est ta routine sportive vocale ? Ça dépend en fait de ce qui est de l'enjeu de ce que je dois travailler. Avant un concert, par exemple. Alors avant un concert, c'est très très simple. C'est-à-dire que typiquement, la question des échauffements vocaux, elle est souvent au cœur des cours de chant et chez Estille, on va utiliser des outils assez simples. Moi, ce que je fais pour me chauffer, alors certains collègues Estille font peut-être des choses autres que moi, mais moi, ça se résume à quelque chose de très simple, c'est que je fais une sirène. Et c'est un exercice qui existe dans plein d'autres méthodes aussi et qui est très efficace. En gros, on part du son « ng », comme dans le mot « sing »,
Et on va faire bouger notre larynx de bas en haut en faisant ces... Tu le fais tout doucement comme ça ? Tout doucement. En fait, j'essaie de garder l'effort vocal le plus confortable, donc c'est-à-dire en mettant un son qui est pur, le plus doux possible. Donc, je charge pas en fait d'effort mes cordes vocales. Mais par contre, je vais essayer de faire travailler très fort la musculature qui est responsable d'élever et de descendre mon larynx pour atteindre en fait le plus possible les zones que j'utilise pas dans ma voix parlée. Donc, je vais faire c'est de la mobilisation musculaire si tu veux. Un peu de la même manière qu'un danseur ou qu'un athlète va faire de la mobilisation avant de commencer son entraînement ou de commencer à danser. Je prends souvent cette analogie du danseur. Quand un danseur se chauffe, il fait pas sa chorégraphie à fond 5 fois d'affilée sur la piste. Oui, il va se stretcher. Parce que sinon, il risque de se blesser. Et le chanteur, souvent, il fait ça. C'est-à-dire que j'ai bossé pas mal d'années sur The Voice en Belgique où j'étais coach vocal et où je voyais parfois les talents arriver hyper stressés avant un enregistrement d'audition à l'aveugle, qui partaient s'isoler dans les toilettes et qui chantaient pour se chauffer leur chanson super fort 5 fois d'affilée à froid. Et en fait, ça peut être... alors, c'est pour résoudre les problèmes de nervosité qu'ils essaient de faire ça, c'est pour se rassurer. Mais en fait, de faire ça à froid, on peut vraiment traumatiser la machine avant même de l'avoir fait bouger. Donc pour moi, un échauffement, c'est une mobilisation en douceur. Et donc un exercice comme la sirène, fait de manière consistante, en faisant attention à ne pas augmenter le volume quand on monte. On essaie de bien homogénéiser les zones un peu de passage, donc on revient dessus. On essaie que ce soit homogène, on descend de plus en plus grave, de plus en plus haut. On fait ça pendant quelques minutes. 5 minutes ? Oui, ça dépend de chacun. Ce qui peut être compliqué, c'est le matin. Parfois, la sirène, justement, elle peut servir d'état des lieux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sirène qui est un peu compliquée. On va avoir des zones de trous dans le passage vers les aigus. Et ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié à un peu de fatigue vocale. Ça peut être lié au fait qu'on est déshydraté. Si on est quelqu'un qui respire la bouche ouverte toute la nuit, comme ça, le matin, les cordes vocales sont pas encore bien pulpées et hydratées. Et donc, le contact n'est pas facile. Donc les chanteurs, il faut dormir la bouche fermée. Déjà. En tout cas, il faut bien s'hydrater. C'est important. Ah oui. Mais même, alors les non-chanteurs aussi. Oui, important de base. Ouais. Mais effectivement, c'est pour ça que parfois c'est dur de chanter le matin. C'est parce que la machine a du mal. C'est pas tant que les cordes vocales ont du mal à se réveiller, c'est qu'on est souvent très déshydraté de la nuit. Et donc, il faut le temps de récupérer notre hydratation, de faire bouger la machine, d'aider les cordes à s'accoler bien. Ouais. Et c'est ça qui est nécessaire, en fait. Et est-ce que tu as déjà eu à chanter le matin ? Oui. Et alors, comment est-ce que tu as pu réveiller ta voix ? De cette façon-là me paraît un peu douce pour réveiller ta voix immédiatement. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire cet état des lieux. Donc, ce qui peut arriver dans une période où c'est difficile, et même, par exemple, moi, hier soir, j'ai fait la fête, j'ai bu des verres, j'ai pas prévu de chanter aujourd'hui. Je sens que mon corps est un peu déshydraté. Donc, si je fais une sirène, il y a de fortes chances qu'en montant, il va y avoir des trous. C'est... Donc, j'ai des zones un peu pas terribles. Ça, je sais que pour remédier à ça, pour moi, je vais avoir besoin de passer sur ma sirène quelquefois, musculairement, d'aller de plus en plus loin. Ce que je peux faire aussi, c'est utiliser un nébuliseur avec du sérum physiologique qui va permettre de réhydrater localement, immédiatement, les cordes. Donc, je vais faire ça pendant 5-10 minutes. Je vais faire une petite pause. Je vais refaire mes exercices de sirène. D'accord. Je vais essayer d'améliorer les choses. Je vais éventuellement faire quelques exercices pour stretcher ma langue. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait que la langue repose sur le larynx, donc parfois aussi la difficulté à avoir de la flexibilité dans notre sirène, ça va être le fait que notre larynx est un peu bloqué par la langue. Et tu masses donc Alors, tu peux masser cette zone tranquillement. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un exercice que j'aime bien, c'est que je glisse ma langue sur les dents, comme si je nettoyais mes dents. Je le fais assez lentement, 8 fois dans un sens, 8 fois dans l'autre, 4 fois, 2 fois, 1 fois. Ça peut être assez douloureux comme exercice, parce que ça vient vraiment stretcher. Des crampes. Ouais, c'est toutes les attaches musculaires qui sont... Ils sont jamais sollicités. Ils sont pas sollicités et qui parfois en fait peuvent justement être très tendus. Donc l'exercice va en fait permettre de relâcher un peu cette musculature et de libérer en fait la sensation. Et quand je vais faire ma sirène, je vais essayer de vérifier que la zone sous mon menton soit la plus relaxe possible. Donc d'éviter qu'il y ait des grandes poussées vers le bas. Molle, il faut que cette zone soit molle. J'essaye qu'elle soit molle et donc parfois je vais faire ma sirène en laissant ma langue un peu déborder. On n'a pas toujours l'air très fin quand on fait nos exercices vocaux, mais je vais faire quelque chose comme ça. Donc la langue légèrement ressortie. Légèrement ressortie vers le haut et vers l'avant. Pour vraiment laisser en fait le chemin libre à l'arrière pour le larynx de pouvoir monter et descendre. D'accord. Et donc je vais faire ça pendant quelques minutes, je vais essayer de m'hydrater. Le truc important avec l'hydratation aussi, c'est que boire des litres d'eau au moment même ne nous hydrate pas du tout. Ça fait des reflux même.
Alors ça dépend Qu'on d'une boit personne vite. à l'autre. Non, mais je veux dire, quand on ça boit. peut arriver. Mm. Mais c'est surtout intéressant de se rendre compte qu'en fait, l'hydratation ne fonctionne pas comme on pense, parce qu'en fait, comme notre larynx est une valve et qui protège les voies respiratoires, en fait, il n'y a jamais d'eau qui touche nos cordes vocales. Mm. Nos cordes vocales étant la fermeture la plus basse dans le larynx, Ouais. quand l'eau touche vos cordes vocales, c'est quand vous êtes en train de vous étouffer. Donc si tu fais... Là, potentiellement, l'eau a touché tes cordes vocales. Mais quand tu bois de l'eau, l'eau ne touche jamais les cordes vocales. L'épiglotte se referme, c'est la troisième fermeture du larynx, et l'eau glisse par-dessus dans ton œsophage. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se sent mieux quand on... Alors, et sûrement la sensation psychologique de D'accord. sécheresse dans la bouche, qui va aider aussi. Mais l'eau que tu ingères, elle met au minimum 4 heures pour atteindre tes cordes vocales par l'intérieur. Il faut boire 4 heures avant de Il chanter. faut boire 4 heures avant de chanter. Mais c'est pas une blague. Et donc, si je dois chanter très tôt le matin, bah, je vais mettre mon réveil au moins 2 heures à l'avance du moment où je dois chanter pour vérifier que j'ai le temps de me réhydrater la voix correctement. Je vais faire beaucoup d'exercices tout doux comme ça. Si c'est un petit peu difficile aussi, on peut faire des exercices similaires à la sirène, mais un peu plus poussés, des exercices de semi-occlusion. Donc, par exemple, des exercices comme tous les lip trills, les brrr, la mobilette avec les lèvres. Tous ces exercices-là, en fait, viennent créer une petite contre-pression dans la bouche qui permet d'aider les cordes vocales à se fermer également par le dessus. Donc, c'est des exercices très aidants. C'est le système des pailles qui marche pas mal. Il y a les petits sifflets maintenant dont je tairai le nom. Je sais pas si je peux faire de la pub ou pas, mais... Non, en tout cas, la paille est accessible à tout. Oui. Et en fait, tous ces systèmes-là, mais c'est l'équivalent de faire ça. C'est de bloquer en fait une partie de l'onde sonore et de l'air. Et en fait, ça aide à recréer du contact vocal. Et donc, il y a pas mal d'exercices comme ça très fonctionnels qu'on fait. Après, si on sent qu'on a envie de faire un peu plus de son juste pour le plaisir, on peut éventuellement faire une vocalise. Pour se rassurer aussi. On peut tout à fait faire une vocalise. Mais je dis toujours attention de pas épuiser la machine avant de chanter. Parce que parfois, on prend même pas le temps de faire ces petits exercices de stretch. Et on se met à faire un et à monter, et en chantant très fort. Et là, on peut traumatiser. On peut pas traumatiser, mais tout dépend comment on le fait. Mais effectivement, on peut mettre beaucoup de poids sur une musculature qui n'a pas encore eu le temps de se mobiliser, de se stretcher. Et c'est surtout pas nécessaire, en fait. Bah oui. Mais par contre, c'est vrai que ça rassure. Donc pour moi, il y a deux choses. C'est que il y a d'un côté l'échauffement vocal, qui pour moi est plus une forme de mobilisation et qui est plus de l'ordre du stretching. Ouais. Presque comme un yoga vocal, si tu veux. Et de l'autre côté, il y a l'exercice de chant. Donc une vocalise peut être très intéressante pour retrouver une couleur, une recette vocale. Donc les vocalises viennent souvent aussi de la tradition bel canto, la tradition classique, où elles nous aident à la fois à apprendre à chanter juste, parce qu'en fait on répète des intervalles empilés très précis, on fait monter et descendre, on éduque notre musculature à pouvoir matcher ce que l'oreille entend. Et donc on crée une mémoire musculaire en fait. Donc c'est aussi un travail musculaire finalement, mais c'est un travail là d'oreille aussi. Et aussi c'est un travail de recette vocale. Parce que la recette classique, par exemple, est une recette qui demande de mettre l'appareil vocal dans une configuration qui est assez éloignée de ce que ta voix parlée fait naturellement. Et donc, le fait de faire ces longues vocalises où on va chercher à travailler la couleur nous permet en fait de trouver notre recette. Mais si, par exemple, tu dois chanter quelque chose de très contemporain avec une voix très proche de ta voix parlée, c'est pas forcément nécessaire de faire une demi-heure de vocalise classique. C'est très intéressant de passer de l'un à l'autre. Moi, je suis très pour le fait de travailler dans différentes stylistiques. Mais c'est de comprendre, ok, de quoi j'ai besoin maintenant, à l'instant T, pour pouvoir faire ce que je vais devoir faire. Incroyable, professeur Nicolas Dorian que j'ai là. Quelle exclusivité. Avec toute cette science, on peut le dire, parce que pour le coup... Alors moi j'ai rien inventé, non, vraiment. Non, mais tout ce que la méthode des styles, je pense que on l'a retenu. Du coup, avec tout ce savoir-là, est-ce que tu as envie de mettre au service d'un projet qui t'est propre? Parce que là, tu as chanté au sein de plusieurs spectacles de renommée et tout. Est-ce que tu as un projet d'album, d'ailleurs, à toi? Alors, moi, je suis un peu un caméléon, c'est-à-dire que je m'adapte, mais venant aussi d'une formation à la base classique et puis comédie musicale, j'aime bien me mettre au service de différents spectacles. Et donc, en ça, c'est ce que Estil m'a permis de faire, c'est-à-dire que
je peux, grâce à ça, jouer avec ma voix d'une manière qui est assez chouette et dont j'avais pas conscience avant. Ouais. Et donc, ça me permet aussi bien de transformer ma voix pour du doublage, pour de la voix parlée, pour faire des spectacles musicaux, pour changer de personnage. Donc, ça crée quelque chose qui est très joyeux avec la voix. C'est que j'ai à la fois les outils pour pas me blesser. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'être assez résistant, mais surtout de peu me blesser. Et je pense que ça, c'est vraiment merci beaucoup grâce au Still Voice Training. D'ailleurs, tu tombes même jamais malade et tu ne te blesses pas. Ça, c'est une question d'immunité aussi, mais je me blesse peu vocalement. Mais oui, non, mais tout ça combiné. Je suis conscient et quand je me blesse vocalement, c'est parce que je sais que j'ai fait une bêtise ou que j'ai choisi d'aller faire un choix qui n'était pas hyper sain. Oui. Et donc voilà. Et oui, alors le projet d'album, il y a un duo avec lequel je travaille depuis quelques années, qui est avec un de mes amis belges qui s'appelle Denis Verniemen, qui est un pianiste merveilleux. Et on a créé il y a presque une dizaine d'années maintenant un duo qui s'appelle Broad Street, qui est un petit clin d'œil à Broadway, où on fait ces petits Broadway, où on essaie de revisiter et de faire découvrir le répertoire Broadway aux gens qui le connaissent moins. Alors, à l'époque, le projet est belge, et c'est vrai qu'en Belgique, les gens connaissent les grands hits, comme West Side Story, Cats, Andrew Lloyd Webber, mais ils connaissent pas toutes les nouvelles comédies musicales que la jeune génération ici à Paris connaît bien maintenant. Et donc, on a eu un premier album qui est sur les plateformes qui existent et où on revisite des extraits. On mettra dans le descriptif, bien avec sûr. grand plaisir. Et là, on est en train de terminer un album d'hommage au répertoire d'Alan Menken, dont je suis excessivement fan. Wow. Donc, Alan Menken, c'est ce compositeur Disney qu'on connaît bien, de tout l'âge d'or de Disney. Et j'ai eu la chance de pouvoir solo et duo. Donc j'ai pas mal de copains, nos copains de la comédie musicale, certains qui sont venus chanter avec moi, de différents horizons. Et donc on a choisi des duos, quelques duos. Donc il y a plus ou moins 8 morceaux solo et 7 ou 8 duos qui vont sortir. Ça sera pour quand ? Alors c'est moi qui travaille dessus, donc ça dépend quand j'arrive à terminer le mixage. Mais je vais essayer qu'il soit terminé au plus tard pour l'automne prochain. Et il y aura des dates de concert suite à la sortie de cet album ? Pas forcément. C'est pas forcément prévu pour l'instant. Pour l'instant, on travaille ce projet comme étant... c'est une fin en soi, c'est produire ce disque qui nous plaît beaucoup. Et puis on verra. Mais s'il y a des propositions de concerts qui suivent, on serait ravis, évidemment. Mais c'est pas forcément l'objectif pour l'instant. C'est surtout de pouvoir... j'ai hâte d'entendre cet album. Et j'ai hâte de le partager en live si jamais ça se concrétise. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. C'était un plaisir de parler de tout ça avec toi. Ah non, mais c'était un plaisir de plonger, d'explorer la science qui est la voix et tout le mécanisme. J'espère que vous avez appris, vous aussi, plein de choses hyper techniques, mais alors hyper intéressantes aussi, parce que il faut effectivement conscientiser le plus possible tous les outils de notre anatomie pour pouvoir sortir un son maîtrisé et qu'on aime aussi et qu'on apprend à aimer, parce que comme tout, on est le pire juge de soi et souvent on adore chanter, mais pas spécialement notre voix, mais même les plus grands chanteurs, ils n'aiment pas le son de leur voix les premières fois qu'ils ont écouté, et pour autant, ils en ont fait leur métier, la preuve. Donc vraiment, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Je tiens juste à dire aussi qu'il y a plein de ressources qui existent avant qu'on se quitte, mais que les gens qui sont intéressés par les styles, il y a des ressources en ligne qui existent où les gens peuvent aller se renseigner sur le modèle, se former, suivre des formations. On va tout mettre en descriptif. Et abonnez-vous à Nicolas Dorian, Vocalis. Laissez-nous plein de commentaires. Harcelez-nous de questions. On est totalement OK et consentant. Avec grand plaisir. Bisous, bye bye. Merci. Merci à toi. Voilà.